En 1901, un immigrant écossais, assis dans son bureau, prit une décision qui allait transformer l'Amérique à jamais. Il s'agissait d'une somme de 500 millions de dollars, une fortune à l'époque. En réalité, c'était une somme colossale. L'Américain moyen gagnait environ 4 cents dollars par an. Lui, il gagnait bien plus avant même le petit déjeuner. Il s'appelait Andrew Carnegie. Voici le point délicat, presque personne ne se souvient de lui comme d'un homme d'affaires. On se souvient de lui comme d'un philanthrope, un homme généreux, presque un saint. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et si nous devons parler de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il a en quelque sorte inventé la stratégie que tous les milliardaires utilisent aujourd'hui pour rester riches et paraître généreux. Voici comment il a procédé. Mais avant d'examiner comment il a fait don de 300 milliards de dollars, je tiens à préciser d'emblée que je suis un YouTuber, pas un conseiller financier. Je suis simplement quelqu'un qui lit beaucoup trop de livres d'histoire et qui aime analyser les grands chiffres. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir votre argent durement gagné. Commençons par le commencement. Andrew Carnegie n'est pas né riche. Il est né pauvre. Très pauvre. Eccles, 1835. Ses parents étaient si démunis qu'ils ont émigré en Pennsylvanie, car la rumeur courait que les États-Unis offraient alors quelque chose de nouveau, des opportunités. Son premier emploi consistait à enfiler des bobines dans une usine textile. Il gagnait $1,20 par semaine. Mais Carnegie avait quelque chose de génétique. Non pas la bonté, la cruauté. Ce genre d'ambition calculée qui repère une faille et l'exploite sans hésiter. À 30 ans, il était déjà riche. À 50 ans, il était l'un des hommes les plus riches du monde. À 65 ans, il possédait environ 80% de la production d'acier américaine. Je répète, 80%. De l'acier. Ce n'était pas simplement une affaire commerciale. C'était le contrôle absolu des infrastructures américaines. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En 1901, vendió su empresa siderúrgica a la US Steel Corporation de J.P. Morgan. El precio de venta, $480 millones. Eso equivale aproximadamente a 12,000 millones en dinero actual. Pero debido a la forma específica en que se estructuró el acuerdo, los activos financieros que controlaba a través de acciones, bonos y otras inversiones significaban que su patrimonio neto real en dólares actuales se acercaba a los 350,000 millones. Para contextualizar, eso es más que Elon Musk o Jeff Bezos. Es más que el PIB total de la mayoría de los países. Y Carnegie lo controlaba todo a principios del siglo XX, cuando casi no había impuestos sobre la renta, ni impuestos sobre el patrimonio dignos de mención, y prácticamente ninguna regulación. Era intocable, y lo sabía, y eso lo ponía nervioso. Le problème avec la richesse à une époque d'industrialisation rapide et de conflits sociaux, c'est qu'on n'est pas seulement riche. On devient une cible. Pas une cible métaphorique, mais une cible bien réelle. En 1901, les États-Unis étaient en crise. Les grèves ouvrières dégénéraient en violence. Les travailleurs s'organisaient. Les inégalités de richesse étaient si scandaleuses que même les journaux appartenant aux riches en parlaient. Carnegie lui-même avait subi les conséquences de la grève de Homestead en 1892, un affrontement brutal dans l'une de ses aciéries qui avait fait des morts parmi les ouvriers et ruiné sa réputation. Il n'était pas sur place à ce moment-là. Il se trouvait en Écosse. Mais il a autorisé la riposte. Et l'Amérique l'a remarqué. Voici donc ce que fit Carnegie. Il devint, sans doute, le premier milliardaire à utiliser la philanthropie comme une arme. Non pas parce qu'il s'était soudainement converti au christianisme. Non pas parce qu'il avait lu un livre sur l'altruisme. Mais parce qu'il avait compris quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Quand on est immensément riche et que les gens sont mécontents, on n'est pas obligé de renoncer à sa fortune. Il suffit de convaincre que l'on l'utilise à bon escient. Et, plus important encore, il faut maîtriser le discours autour de cet usage. C'est là tout le génie de sa démarche. Et c'est pourquoi on parle encore de lui en 2026. Carnegie commença à publier des essais dans de grandes revues exposant sa philosophie de la richesse. Le plus célèbre, intitulé « L'Évangile de la richesse », paru en 1889, présentait un argument qui, à première vue, semblait presque philanthropique, mais qui était en réalité une leçon magistrale d'autojustification. En substance, il affirmait qu'il était du devoir des riches de donner leur fortune de leur vivant. Pas la totalité, une partie, juste assez pour se mettre en valeur, juste assez pour modifier l'image qu'on avait d'eux. Il appelait cela une obligation morale. L'accord implicite était le suivant: laissez-moi conserver la majeure partie de mon argent et de mon pouvoir, mais laissez-moi aussi décider de la distribution du reste. Laissez-moi être le héros de ma propre histoire. Et voici l'astuce dont personne ne parle: lorsque vous donnez votre propre argent, vous décidez de sa destination.
Vous décidez de ce qui est construit, de ce qui est étudié, de ce dont on se souvient. Vous façonnez la civilisation selon vos valeurs. Vous consolidez votre héritage. Ce n'est pas de la charité. C'est un édifice monumental. Carnegie a commencé à construire des bibliothèques. Des milliers. Les bibliothèques Carnegie. Elles existent encore aujourd'hui dans des villes des États-Unis et du Royaume-Uni. Les bibliothèques sont une bonne chose. Personne ne prétendrait le contraire. Mais tout en construisant des bibliothèques, il luttait contre les syndicats. Tout en faisant des dons aux universités, il militait pour que ses droits de succession restent bas. Tout en finançant des institutions culturelles, il combattait des réglementations qui auraient pu améliorer les conditions de travail. Il faisait les deux à la fois, donner et recevoir. Pourtant, seule sa générosité figure dans les livres d'histoire. C'est là que les choses deviennent vraiment ingénieuses. Carnegie ne se contentait pas de donner de l'argent. Il créait des institutions pour le distribuer, la Carnegie Corporation, des fiducies, des fondations. Ce n'était pas un geste anodin, mais une véritable infrastructure. Il bâtissait un système où les décisions philanthropiques ne seraient prises ni par les élus ni par le public, mais par des administrateurs, des conseils d'administration, des personnes choisies personnellement par Carnegie pour partager sa vision. Cela lui permettait d'accomplir une révolution. On aurait pu croire qu'il avait renoncé au contrôle, mais en même temps, il s'assurait que ses valeurs, ses priorités et sa vision du monde influenceraient l'Amérique pour des générations. Il créa des fonds de dotation qui généreraient des richesses indéfiniment. L'argent serait alloué aux causes qu'il choisirait, à perpétuité. C'était une faille brillante, car en 1901, il ne se contentait pas de donner de l'argent. Il distribuait le contrôle de l'avenir de la société et il le faisait d'une manière qui paraissait altruiste. Réfléchissez à ce que cela signifie. Sa fortune a disparu. Il est mort en 1919. Mais les institutions qu'il a financées, les valeurs qu'il leur a inculquées, la manière dont elles ont façonné la culture, l'éducation et les infrastructures publiques américaines, tout cela perdure. Cela continue d'influencer les décisions prises aujourd'hui. La plupart des gens le considèrent comme un homme généreux qui a fait don de milliards. Et c'est vrai. Mais il a aussi bâti un système où sa philosophie lui survivrait un siècle et où il serait crédité du bien qu'il a fait, sans pratiquement aucune obligation de rendre des comptes pour l'influence qu'il a exercée de son vivant. Parlons maintenant des calculs qui ont rendu cela possible. Car il y a une raison pour laquelle les milliardaires n'amassent pas d'argent liquide dans des coffres-forts comme Picsou. La richesse ne fonctionne pas ainsi à cette échelle. Quand on est aussi riche que Carnegie, on ne stocke pas sa richesse en dollars. On la stocke en actifs, entreprises, biens immobiliers, actions, obligations. La valeur de ces actifs n'est pas statique. Elle se capitalise. Elle croît. Elle génère davantage de richesses sans que vous ayez à lever le petit doigt. Ainsi, lorsque Carnegie a vendu son entreprise en 1901 pour 480 millions de dollars, il n'a pas reçu 480 millions de dollars en espèces. Il les a reçus sous forme d'un ensemble d'actifs et de titres. Ces actifs ont continué à prendre de la valeur. Ils ont généré des dividendes. Ils se sont divisés et multipliés. Voici le point essentiel, lorsque vous donnez une partie de votre patrimoine accumulé, vous donnez les intérêts, pas le capital. Vous donnez les bénéfices, pas le mécanisme qui les génère. Ainsi, Carnegie a pu donner des centaines de millions de dollars tout au long de sa vie et mourir plus riche qu'à ses débuts. Son capital n'a cessé de croître. Les intérêts composés n'ont jamais cessé de s'accumuler. C'est le tour de force que les milliardaires modernes ont perfectionné. Elon Musk ne donne pas des milliards en espèces. Il donne des actions dont la valeur augmente. Les avantages fiscaux sont considérables. Il ne perd pas de richesse. Il gagne des avantages fiscaux. Bill Gates n'a pas pris sa retraite de Microsoft pour vivre d'un salaire comme tout le monde. Il conserve une participation majoritaire tout en dirigeant une fondation caritative. Le mécanisme de la richesse et celui de la philanthropie sont indépendants. Carnegie a inventé ce modèle. Il l'a littéralement inventé. Il avait compris qu'en étant intelligent dans sa manière de donner, on peut concentrer le pouvoir et donner l'illusion qu'il est dispersé. Voici le point délicat que les historiens ont tendance à négliger. La fortune de Carnegie ne provenait pas d'une ingéniosité ou d'une innovation pure. Elle provenait de l'exploitation. D'ouvriers peinant 12 heures par jour dans des conditions dangereuses pour des salaires insuffisants pour nourrir leur famille. De la répression syndicale. De pratiques qui seraient illégales aujourd'hui. Des relations politiques. D'une intégration verticale qui a écrasé la concurrence. Et lorsque ces ouvriers épuisés et désespérés ont tenté de s'organiser pour obtenir de meilleures conditions, Carnegie les a combattus. Parfois violemment. La grève des agriculteurs en est un exemple, mais ce n'était pas un cas isolé.
C'était un problème systémique. La question mathématique est donc la suivante: quelle part des 480 millions de dollars de Carnegie a réellement été gagnée grâce à un sens légitime des affaires, et quelle part a été extorquée à des ouvriers qui n'avaient d'autre choix que d'accepter ces conditions? Nous l'ignorons. Mais nous en savons suffisamment pour comprendre que le fondement de cette fortune ne reposait pas uniquement sur l'innovation ou le travail acharné. Il provenait d'un déséquilibre des pouvoirs qui favorisait le capital sur le travail de manière presque indécente. Et puis, une fois cette richesse extraite, elle devint célèbre non pas pour l'avoir extraite, mais pour en avoir distribué une partie. Voilà pourquoi Carnegie est si important aujourd'hui. Sa stratégie n'a pas changé, elle est simplement devenue plus sophistiquée. Les milliardaires modernes sont confrontés au même problème que Carnegie. Les inégalités de richesse sont criantes et scandaleuses. On se pose des questions dérangeantes sur la façon dont une telle fortune est créée et concentrée entre les mains d'une seule personne. Et la réponse, comme à l'époque de Carnegie, repose souvent sur une combinaison d'innovation, d'opportunités, de chance et d'avantages structurels. Alors, que font les milliardaires? Ils font des dons. Ils créent des fondations. Ils lancent des initiatives. Ils veillent à ce que leur nom soit associé à des universités, des hôpitaux et des centres culturels. Ils font la une des magazines pour parler de leurs projets philanthropiques. Et comme Carnegie, ils structurent ces dons de manière à garder le contrôle. Ils créent des fondations où eux-mêmes ou leurs familles siègent au conseil d'administration. Ils font don d'actions ayant pris de la valeur pour bénéficier d'avantages fiscaux. Ils financent des initiatives conformes à leur vision du monde tout en continuant de lutter contre les réglementations susceptibles de limiter leur pouvoir. La Carnegie Corporation existe toujours et continue d'octroyer des subventions. Elle fonctionne encore selon les valeurs que Carnegie lui a inculquées il y a plus d'un siècle. Il est mort depuis plus de 100 ans, et pourtant, son influence se fait toujours sentir dans les flux financiers des institutions américaines. C'est du pouvoir. Ce n'est pas de la charité. Et c'est ce qui complique encore davantage les choses. La philanthropie fait du bien. Les bibliothèques de Carnegie ont permis d'instruire des générations. Les universités qu'il a financées ont produit du savoir. Les musées qu'il a soutenus existent et sont importants. Le problème n'est pas que la philanthropie soit inutile. Le problème est qu'elle ne remplace pas un changement systémique. Elle est complémentaire. C'est une façon de résoudre les problèmes, une bibliothèque à la fois, une subvention à la fois, tandis que les mécanismes structurels qui les ont engendrés restent intacts. Donner 1 million de dollars à une banque alimentaire, c'est bien. Les gens mangent. Mais cela ne résout pas le problème des salaires qui ne suivent pas l'inflation dans votre entreprise. Financer une école, c'est bien. Les enfants apprennent. Mais cela ne signifie pas que votre entreprise paie correctement ses impôts ni que vos employés ont une assurance maladie. La philanthropie à l'échelle de Carnegie ou des milliardaires d'aujourd'hui est une sorte de soupape de sécurité. Elle libère suffisamment de pression pour éviter une explosion, mais elle n'atténue pas la pression. Le système continue de fonctionner. Et la personne qui actionne la vanne décide quand relâcher la pression et quand la maintenir fermée. Voici ce qui est curieux. Andrew Carnegie est resté dans les mémoires comme un grand bienfaiteur. Si vous faites une recherche sur lui, la première chose qui apparaît concerne sa philanthropie. Ses pratiques d'exploitation des travailleurs, la répression des syndicats, son impitoyabilité en affaires, tout cela est mentionné, mais au second plan. C'est du contexte. L'essentiel, ce sont les bonnes actions qu'il a accomplies. Ce qui est un exploit remarquable, car cela signifie qu'il a réussi à réécrire l'histoire de sa propre vie. Il a utilisé la richesse qu'il a amassée grâce aux inégalités structurelles et une partie de cette richesse pour créer des institutions qui perpétueraient son image de générosité. Et ça a marché. Tellement bien que, un siècle plus tard, nous considérons encore sa philanthropie comme l'élément déterminant de sa vie. Voilà le véritable enjeu du pouvoir. Pas l'argent. Le récit. La question qui se pose est la suivante. Quelle part des infrastructures de la société devrait être déterminée par la richesse privée et les préférences individuelles, indépendamment du montant des dons? Qui décide des financements? Qui décide des programmes universitaires, des œuvres d'art à préserver, des recherches à mener? Lorsque la philanthropie est le principal mécanisme de financement des biens publics, la réponse à ces questions est les plus riches. Ils deviennent les architectes non élus de la civilisation. Et ils s'arrogent le droit d'écrire l'histoire justifiant leur légitimité à ce poste. Carnegie pensait que les riches étaient les mieux placés pour prendre de telles décisions. Que la société devait faire confiance à leur jugement car ils avaient prouvé leur capacité à faire fortune. Que quelqu'un capable de bâtir un empire sidérurgique pouvait, en principe, décider de ce qui était le mieux pour l'éducation, la culture ou les institutions publiques. Nous avons hérité de cette conception.
Elle est profondément ancrée dans la manière dont nous structurons les fondations, dont nous finançons les universités, dont nous soutenons les institutions culturelles. Le nom d'un milliardaire sur un immeuble. La fondation d'un milliardaire qui verse des millions aux causes qu'il choisit. C'est tellement normalisé que nous n'y prêtons presque plus attention. Mais posez-vous la question, accepterions-nous cette même structure dans un autre contexte? Laisserions-nous une seule personne, du fait de sa fortune, prendre toutes les décisions concernant les constructions dans l'espace public? L'autoriserions-nous à financer les décisions militaires, les décisions en matière de santé, les décisions en matière de justice pénale? Probablement pas. Pourtant, d'une certaine manière, en matière de philanthropie, nous le faisons. Andrew Carnegie mourut en 1919, relativement plus pauvre qu'auparavant, après avoir donné environ 300 millions de dollars sur les 480 millions qu'il avait accumulés. Il a certes distribué sa fortune. Il a financé de nobles causes, bibliothèques, universités, recherche et culture. Mais il a aussi structuré ses dons de manière à conserver son contrôle, étendre son influence et transformer radicalement sa vie, passant d'exploiteur à bienfaiteur. La question qui demeure est la suivante. Si Carnegie avait soutenu dès le départ des réglementations limitant son accumulation de richesses, s'il avait défendu les mouvements ouvriers, les salaires équitables et la protection des travailleurs, s'il avait cru qu'un salaire équitable valait mieux que l'accès gratuit aux bibliothèques, l'histoire aurait-elle été différente? Nous ne le saurons jamais, car ce n'était pas son choix. Et ce n'est pas le choix que font la plupart des milliardaires. Ils conservent le pouvoir d'accumuler des richesses. Puis ils en utilisent une partie pour façonner leur propre histoire. Et d'une manière ou d'une autre, nous continuons de les laisser en écrire la fin.